Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le cours de Productique 3108 pour cette seconde présentation. Durant cette présentation, nous allons voir la partie relative aux machines-outils à commande numérique. Le point de vue que nous allons adopter dans ce cours, c'est un point de vue lié à l'usinage essentiellement et des machines-outils à commande numérique employées dans l'enlèvement de matière. À quoi ça ressemble une machine-outil à commande numérique? Eh bien, en usinage, par exemple, voici une fraiseuse conventionnelle que vous avez déjà certainement dû voir. Voici une fraiseuse à commande numérique. Alors, il y a quelques différences, notamment une interface différente, ainsi qu'un système de pilotage intégré. Il n'y a plus de manette, où les manettes ne sont pas représentées, ne sont pas sur celle-là. Mais effectivement, ici, il n'y a plus de manette. Et puis, nous avons un tablier de machine-outil qui est mobile et commandé numériquement. Je vous invite à aller voir la vidéo présentant la machine Unipent 5 axes à partir de mon site internet, donc sur polymtl.ca, Samuel Bassetto, cours. Et là, vous avez une vidéo sur la machine à commande numérique 5 axes. Et pour regarder cette vidéo, je vous demanderai de regarder les composantes clés associées. La composante dimensionnelle, c'est quoi ces dimensions? C'est quoi sa puissance? Et c'est quoi ces éléments architecturaux que vous pouvez voir? Pourquoi utilise-t-on des machines-outils à commande numérique? Les machines-outils à commande numérique sont le composant fabrication de la chaîne numérique intégrée de production. Souvenez-vous, dans le schéma classique CAO, FAO, machine-outil à commande numérique, robot, système d'exécution, que l'on a vu dans le diapositive numéro 2 de cette présentation, eh bien, la fabrication, la production est réalisée par la machine-outil. Pourquoi est-ce qu'on utilise une commande numérique? Eh bien, pour pouvoir utiliser dans un même flux de données la conception et la fabrication. Par ailleurs, une machine-outil à commande numérique est généralement reprogrammable, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire seulement une opération avec, mais de multiples. Et donc, c'est un élément clé pour adopter une production flexible. Cela est vrai pour les machines-outils d'usinage, mais aussi de forge, de fonderie pour le travail des métaux, mais également pour l'emballage, pour la production de photolithographie, pour la production de gravures, de dépôts de couches métalliques si on parle des semi-conducteurs, ou bien pour la plasturgie avec des moules à commande numérique. Bref, du moment qu'une machine-outil est à commande numérique, elle peut rentrer dans une chaîne numérique, et puis elle est un élément clé de la flexibilité. D'autres éléments sont importants dans la commande numérique d'une machine. Tout d'abord, on peut programmer les mouvements. On peut répéter les mouvements. On peut reproduire un programme, quel que soit l'opérateur. C'est-à-dire que le résultat n'est pas lié à la dextérité de l'opérateur, mais plutôt à la dextérité de la machine. La précision et les tolérances sont intrinsèques à la constitution de la machine, c'est-à-dire que la commande, qui elle va être automatique, va générer des produits qui seront toujours dans les mêmes précisions et les mêmes tolérancements. Et puis, là aussi c'est une caractéristique des machines-outils, ça permet d'augmenter les forces physiques humaines, c'est-à-dire qu'on va décupler la force physique humaine. Alors pour ces deux points-là, se retrouvent pour toutes les machines-outils, qu'elles soient à commande numérique ou manuelle. Ces points-là sont spécifiques aux machines-outils à commande numérique. Comme je vous l'ai mentionné plus tôt, il est vrai que dans les laboratoires, vous allez tester des machines-outils à commande numérique par enlèvement de matière, mais toutes les catégories de procédés peuvent faire appel à des machines-outils à commande numérique. Donc tous les procédés peuvent faire appel à de la commande numérique, de manière générale. Donc, par exemple, l'enlèvement de matière, eh bien, on a le tournage, le fraisage, le sciage, le taillage d'engrenage, l'électroérosion, la rectification, le perçage, l'alésage.
les teneuses, les mortaiseuses, les moulurières pour faire du bois. Pour le formage, on va avoir du poissonnage, des presses-plieuses, des machines de découpe, des extrudeuses, notamment très utilisées. Les extrudeuses sont très utilisées en plasturgie. Par addition de matière, on va avoir des machines pour faire des fils à base de fils fondus, des dépôts de couches métalliques, notamment utilisés dans le monde des semi-conducteurs, des dépôts de plâtre. Alors ces dépôts de plâtre sont utilisés par exemple dans le prototypage rapide, de même que pour le fil fondu. Et par prototypage rapide, on entend la création de prototypes en quelques minutes. Dans la fabrication électrique, on va avoir dans la fabrication de circuits imprimés qui va être automatisé, du soudage, de l'embourrage de câbles, des tests fonctionnels, notamment employés dans les semi-conducteurs et dans les cartes de circuits intégrés, qui vont faire appel également à des machines-outils à contrôler numériquement. Dans la fabrication de circuits intégrés, on va avoir des machines d'implantation ionique, de photolithographie, de polissage mécano-chimique, de gravure, de dépôt de couches métalliques, de tests électriques. Tout cela tous ces procédés font appel à des machines-outils qui sont contrôlés numériquement. Les tests également, les tests d'inspection visuelle font appel à des machines automatiques. Bref, sur l'ensemble des procédés possibles, on a des machines-outils qui réalisent ces procédés, et ces machines-outils sont généralement commandées numériquement. Donc le contrôle numérique se trouve dans toutes les catégories d'applications. Le travail des métaux, le travail du bois, le travail des tissus. Et je vous inviterai à voir à ce titre la vidéo de Jocelyn Bellemare. Le travail du plastique, le travail de la céramique, et j'en passe. Voilà le plan du reste du cours. Donc je vais vous présenter les concepts de base, tout d'abord, des machines-outils à commande numérique. Puis nous allons voir 5 points clés essentiels dans la fabrication par enlèvement de matière, mais qui vont se retrouver essentiellement dans l'ensemble des machines-outils à commande numérique. Il va y avoir dans certains concepts clés, par exemple la définition des repères, par exemple la taille de l'outil, qui va intervenir et qui va être spécifique aux machines qui vont avoir des outils. De même que le langage de programmation est un langage de programmation que l'on appelle le code G, et qui est spécifique aux machines-outils dites d'usinage, de fraisage, d'enlèvement de matière. On va cependant retrouver des concepts clés dans d'autres machines, par exemple dans la plasturgie, dans l'extrusion, ou bien dans les décalages d'origine pour la plantation ionique, ou bien pour le positionnement des galettes de silicium dans les machines automatisées. Bien, venons-en à présent aux concepts de base qui régissent la structuration des machines-outils à commande numérique. Pour illustrer mon propos, je vais toujours me référer à une machine-outil à commande numérique que vous connaissez bien, qui est l'imprimante. Pas une imprimante en 3 dimensions, une imprimante en 2 dimensions, à jet d'encre. C'est une machine-outil un petit peu particulière puisqu'elle fait de l'impression automatique. Mais ça reste néanmoins une commande numérique représentative de ce que l'on fait. Dans une imprimante, vous avez 2 types d'axes. Vous avez un axe qui va faire tourner la feuille pour la faire avancer pas à pas, et puis vous avez un axe qui va permettre de déplacer les têtes d'encre. Alors cet axe est un axe dit linéaire. Le mouvement de la tête se déplace suivant une ligne droite. Cela permet une connaissance simplifiée des mouvements, on en a donc une représentation simplifiée, mais aussi en connaissant les efforts dus à la machine-outil, ici de l'usinage, mais ça pourrait être l'impression, et à la dynamique des mouvements, c'est-à-dire l'accélération et la décélération, et la vitesse, eh bien, on maîtrise la géométrie ainsi que le type de déplacement. Donc cela permet une grande précision de mise en position. Donc les axes linéaires permettent de maîtriser
la géométrie, la dynamique de déplacement et la mise en position. Voici la façon dont on représente schématiquement la lésion glissière. C'est donc une représentation d'un chariot vu du dessus, simplement une ligne avec un rectangle avec une croix à l'intérieur. C'est extrêmement simple. Et ça représente un chariot qui va se déplacer suivant cet axe. Pour réaliser, plusieurs technologies permettent de réaliser des axes linéaires. Généralement, on va utiliser, et c'est ce qu'il y a dans les imprimantes, un moteur rotatif couplé à un dispositif de transformation du mouvement de rotation en un mouvement linéaire. Par exemple, pour les machines-outils à commande numérique à bas coût, on va avoir une vis sans fin ainsi qu'une courroie. Pour les machines-outils dites industrielles, dont la durée de vie est plus importante, on va généralement avoir une tige filetée et un écrou à billes recirculantes. Donc vous voyez, sur les imprimantes classiques, on a ce dispositif, un moteur, une courroie, une poulie, une courroie et une vis sans fin avec un écrou sur lequel est montée les têtes d'impression. Et donc cet écrou va faire balader sur la vis sans fin lorsque le moteur tourne. Lorsque le moteur tourne, on va avoir une circulation de l'écrou sur l'axe. Alors, voici à la diapositive ce qu'est un système de tige filetée avec des billes recirculantes. On va avoir la tige filetée qui va être mise en mouvement à ce niveau-là par un moteur, et le système de recirculation de billes, ici ouvert, qui va permettre de faire un mouvement, qui va permettre de faire un système de coulissement de l'écrou. Là, ici, on en a une représentation plus fine, et qui va permettre aussi, de par le nombre de billes recirculantes, d'avoir un encaissement d'effort plus important. C'est-à-dire que si on a un effort à cet endroit-là, eh bien cet effort va être réparti ici, 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 et va être supporté par un grand nombre de billes, et donc va être moins important sur l'axe, d'où la durée de vie plus importante. Donc en fait, ce palier va permettre de démultiplier les efforts et donc d'avoir des charges supportées beaucoup plus importantes. Les fabricants d'axes linéaires sont souvent les suivants: Bosch Rexroth, Nutec, Hirata, Parker, ainsi que d'autres. Là, vous avez une illustration de ces différents axes linéaires. Alors, ces axes linéaires permettent de faire des configurations X, Y, Z des machines-outils, que ce soit des machines-outils qui servent à la découpe, que ce soit des machines-outils qui servent au transport, ou bien à des presses. Il existe un autre type d'axe que l'on appelle les axes rotatifs. Ces axes rotatifs sont essentiellement employés pour des tables supports et des mises en mouvement de pièces. Par exemple, ici, vous avez un axe en X, en Y et en Z. Donc ce sont des axes XY, des axes horizontaux, verticaux et en profondeur. Et puis, vous avez des axes de rotation à ce niveau-là, ainsi qu'un axe incliné ici, donc par ce dispositif-là, en couronne, qui permet de faire bouger la table. Donc quand on compte le nombre d'axes, on a 1, 2, 3, 4, 5 axes. Donc ça, c'est une machine 5 axes. Pour pouvoir piloter ces axes, qu'ils soient linéaires ou qu'ils soient rotatifs, nous devons disposer d'un système de coordonnées. On a le système de coordonnées rectangulaire. Et pour pouvoir piloter les axes
et pouvoir faire bouger les points à l'intérieur de ce système de coordonnées, eh bien, on a un mode de pilotage qui est dit incrémental, c'est-à-dire que chaque point est identifié par un nombre d'incréments sur chaque axe. C'est à peu près simple, mais ce n'est pas une fonction que l'on applique. Tous les manufacturiers se conforment à ce mode. C'est une chose rare, mais c'est une évolution de la machine-outil à commande numérique. Alors, ce qui est variable, c'est d'une part le nom, le sens et le nombre de ces axes. Et ça va dépendre du manufacturier, du type de machine que l'on va acheter. Lorsque l'on a un système de coordonnées, on va par exemple avoir un axe comme ça, un axe comme ça, un axe comme ça. Bon, ça ne va pas vraiment nous aider. Il faut pouvoir définir un repère avec où est le zéro de chaque axe. Donc il faut avoir ce qu'on appelle des origines. Donc on a 3 origines. On a tout d'abord l'origine de la machine. C'est ce qu'on appelle la position de référence de la machine. C'est le point sur lequel tous les axes valent 0 pour la machine. On a aussi une autre origine, c'est l'origine pièce. C'est la position de la pièce, du brut, que l'on va donner à la machine pour dire attention, là, on va avoir une pièce et puis le zéro de la pièce, il est ici. Et puis on va avoir ce que l'on appelle l'origine programme. Eh bien, c'est à partir de cette origine que le programme va prendre toutes ses références. C'est pas parce qu'on a, imaginons que l'on a une origine machine, on a une origine pièce, donc là, imaginons qu'on a cette pièce-là. Si l'on veut travailler juste sur cette zone-là de la pièce, on veut l'enlever par exemple, on aura peut-être intérêt à dire ça c'est le zéro de mon programme. Et donc à faire commencer le programme ici, à cet endroit-là. Donc vous voyez, on peut définir 3 niveaux de position. Conceptuellement, il y a 3 niveaux de position. On peut raffiner ce nombre-là en disant qu'on a notamment que pour chacune des pièces, si on met plusieurs pièces à traiter en même temps, eh bien pour chacune des pièces, on aura une référence différente. Mais il est important de comprendre, que il y a une origine machine, une origine pour les pièces et une origine pour le programme. Alors, la position d'origine machine s'écrit OM. L'origine de la pièce s'écrit PREF. Et l'origine programme s'écrit DEC. Et ceci pour toutes les machines-outils à commande numérique. L'origine machine est bien sûr fixe et dépend du manufacturier. PREF et DEC dépendent de l'utilisateur et la façon dont la pièce est montée et le programme est monté. Nous allons voir comment, dans la suite, on va décrire tout ça. La prise de référence de la machine, comment est-ce qu'elle est réalisée? Eh bien, c'est généralement une butée. C'est une localisation précise sur chaque axe, où chaque axe va arriver en butée. C'est un point de référence physique sur la machine. Alors, il est recommandé que, au démarrage de l'usage d'une machine-outil à commande numérique, on réalise ce que l'on appelle une prise d'origine machine pour mettre la machine dans une position de référence. Cela est vrai pour l'usinage, pour le fraisage, mais également pour la forge, la fonderie, l'extrusion et la robotique. Voici donc la représentation des 3 points de référence mentionnés précédemment. L'origine mesure, ici, qui est fixée par construction, et puis ces 2 repères, l'origine pièce et l'origine programme, qui est fixée par programmation. Vous voyez que tout se définit par rapport à l'origine mesure, et on va réaliser ce qu'on appelle des décalages, PREFX, PREFY, PREFZ, pour définir l'origine pièce, et DECX, DECY, DECZ, pour définir l'origine programme par rapport à l'origine pièce. Lorsque la machine-outil a à manipuler une pièce ou bien a à effectuer une opération dessus, il faut pouvoir dire au programme où le faire sur la pièce. Pour cela, il faut coter les endroits où doivent être réalisées ces opérations. Pour cela, une cotation judicieuse pour la fabrication est ce que l'on appelle la cotation DSD, pour datum sur surface
dimensioning, et qui signifie que l'on va faire une cotation à partir de un point unique, qui va pouvoir correspondre à l'origine programme. C'est un conseil à faire. Donc à partir de ce point, la cotation DSD va coter l'ensemble des points. Par exemple, à partir de ce point-là, on va venir coter ce point-là, mais également ce point-là, ce point-là, ce point-là, et ce point-là. Donc tous les points seront définis par rapport à un point en référence. Cela change de la cotation incrémentale, par exemple, où ici, la dimension A sera la dimension de référence, la dimension A, et la dimension B sera en référence à la dimension A, la dimension C sera en fonction de la dimension B, la dimension D sera en fonction de la dimension C, et la dimension E sera en fonction de la dimension D. Donc on voit qu'une erreur dans A se répercute sur B, sur C, puis sur D, puis sur E, et donc sur l'ensemble de la pièce. Alors que dans ce cadre DSD, eh bien, une erreur sur A ne se répercute que sur A. C'est un avantage pour la fabrication, pour la propagation des erreurs. Bon, ici une illustration, le mode de référence absolu dit DSD, contrairement au mode incrémental, sur un axe, dans la valeur incrémentale, on va répercuter l'erreur, alors que sur la valeur en valeur absolue, on va avoir une erreur qui va être unique. Chaque mode de cotation, absolu ou incrémental, ont des avantages et des inconvénients. Le mode incrémental suit le raisonnement de fabrication. Il est en ce sens extrêmement limpide et lors de la conception directement de venir coter, ou lors d'un raisonnement, venir coter la pièce que l'on est en train de faire. En revanche, le programme pour la manipulation ou pour effectuer l'opération est relativement difficile à lire. La principale erreur est l'accumulation des erreurs de positionnement et les dépendances entre les commandes. C'est-à-dire que si on effectue un changement dans une commande, eh bien, cela va se répercuter sur l'ensemble des commandes subséquentes. Le mode absolu possède quant à lui une relecture très facile, permet d'éviter les erreurs et rend les commandes très indépendantes les unes entre les autres. Pour cette raison, on le favorisera de manière systématique. En revanche, il nécessite une abstraction supplémentaire, puisque à partir du raisonnement, il faut faire un second raisonnement pour retranscrire l'ensemble des cotes en une cotation absolue. Donc, malheureusement, il ne suit pas le raisonnement de fabrication. Les machines-outils à commande numérique ne parlent pas et ils ne comprennent pas le langage courant. Donc, elles exécutent des programmes qui sont composés de commandes. Chaque commande est une séquence de mots. Et un mot est composé d'une lettre codifiée et d'un chiffre. Alors, cela est vrai pour les machines-outils à commande numérique pour la transformation métallique, l'usinage, le forgeage, le fraisage, pour les opérations de plasturgie, pour les machines-outils plus récentes dans d'autres domaines d'application, comme par exemple la fabrication semi-conducteurs, cela peut varier un petit peu. Et on va plutôt parler de recettes de fabrication avec un séquencement d'opérations plutôt que des commandes, des mots et des lettres codifiées. Les programmes historiquement sont linéaires et sont interprétés. Il n'y a pas dans les machines-outils à commande numérique pour faire de l'usinage de la programmation objet. Bien que l'interface fasse l'objet d'une programmation en langage évolué comme par exemple en VB ou en Visual Basic ou en langage Java. Venons-en à présent au code spécifique, à l'ensemble des codes spécifiques que l'on appelle le code G, pour commander les machines-outils à commande numérique. Donc il y a quelques lettres qui sont réservées que je vous demanderai de savoir pour pouvoir définir un programme et pouvoir le comprendre. D'abord O est la lettre réservée au nom du programme. N est le numéro de ligne du programme. G est l'appel de fonction numéroté prédéterminé. X, Y, Z, A, B, C sont des commandes d'axe
pour les mises en position sur la valeur précisée. R est le rayon d'un angle. P effectue une pause dans le programme. L permet d'appeler des fonctions spéciales de cycle qui ne sont pas standardisées mais qui sont définies constructeur par constructeur. F va constituer ce que l'on appelle l'avance de passe de l'outil. S, la vitesse de rotation de l'outil. T, la désignation de l'outil. M va faire appel à des fonctions spécifiques courantes mais qui ne sont pas standardisées forcément. D et H sont des appels dits de décalage. Alors dans les machines-outils à commande numérique, que ce soit l'usinage, le frégeage, le tournage, l'avance de passe, la vitesse de l'outil sont des grandes constantes. Pour les autres lettres, que ce soit celle-là ou celle-là, ces lettres-là se retrouvent dans d'autres machines-outils, par exemple en plasturgie pour faire de l'extrusion ou en forge. Donc les machines-outils vont fonctionner point à point. Le concept de point est essentiel car les machines-outils fonctionnent de manière incrémentale pour faire soit avancer une pièce d'un point à un autre, soit bouger un outil d'un point à un autre. Donc la notion de point est centrale dans la représentation des trajectoires d'outils ou des trajectoires de produits. Historiquement, les capacités de calcul, mais aussi de mémoire, n'étaient pas très grandes, et il n'y avait pas de capacité de gérer des virgules flottantes. Il fallait à la fois enregistrer des octets pour représenter chacun des chiffres, mais également une position de virgule. Cela consommait beaucoup de mémoire pour pas grand-chose. Donc, il y a une référence de codage qui était faite, qui était la suivante. Chaque position, par exemple 3,8540, était codée 38540. Maintenant, on a la possibilité d'avoir des virgules flottantes, et pour des raisons de compatibilité avec les anciens programmes, on ajoute une information à la fin du nombre. Ainsi, x3 est différent de x3 points. x3 points signifie un déplacement de 3 pouces. Le suivant, c'est de 3, 10, moins 4 pouces. C'est quand même pas tout à fait pareil. Donc le point représente le point soit en pouces, soit en millimètres. Voici la table des codes G de base que l'on va retrouver dans de très nombreuses machines. Il y a tout d'abord G00 qui permet de faire un mouvement rapide notamment pour des déplacements d'outils. Donc on va déplacer une broche, un axe ou un ensemble d'axes de manière rapide pour pouvoir amener un outil ou déplacer un produit. G01 permet de faire des mouvements de coupe en ligne droite. G02 permet de faire des mouvements de coupe circulaires dans le sens horaire. G03 permet de faire des coupes circulaires dans le sens anti-horaire. G04 va faire une pause d'une certaine durée de secondes. G05 permet de faire un miroir en X. G06 un miroir en Y. C'est-à-dire qu'on va avoir un ensemble de commandes qui seront définies sur un axe, puis le miroir en X va faire un miroir en X de ces commandes. De même en Y. G07 permet d'échanger les axes X et Y. G09 permet d'arrêter les effets miroirs et les échanges. G17 permet de sélectionner un plan particulier X, Y, X, Y pour G18 et pour G19 Y, Z. Et donc on travaillera dans ce plan-là. G20 est le mode impérial en pouces. G21 est le mode métrique international. G28 représente le retour à l'origine pièce. G32 la commande de filetage. G40 l'arrêt de compensation du rayon de l'outil. G41 la compensation de l'outil à gauche. G42 la compensation de l'outil à droite. Nous allons voir dans les diapositives suivantes qu'est-ce que cela signifie. G43 la compensation de la longueur d'outil. G45 l'extension du décalage de l'outil. G49 l'annulation de la compensation de l'outil. Et de G54 à G59, nous avons des registres de décalage d'attache de fixation. G89, de G80 à G89, nous avons des cycles préprogrammés d'usinage de trous, essentiellement. G90 représente un mode d'usinage en mode absolu.
G91, le mode incrémental dont nous avons parlé tout à l'heure. G92 désigne le zéro programme. G94, l'avance par minute. G95, l'avance par révolution. G96, la rotation fixe par unité de surface. Et G97 annule la commande G96. Certains mots commençant par le code M sont également classiques. Il y a tout d'abord M00 qui signifie l'arrêt du programme. M01 qui est un arrêt optionnel, donc demander à l'opérateur d'arrêter éventuellement. M02 qui signifie la fin du programme, sans pointer vers le début du programme. Cela fait référence à ce que l'on appelait le rembobinage de cassette, lorsque les dispositifs étaient enregistrés sur des bornes magnétiques. M03 permet la rotation dans le sens horaire de la broche. M04, la rotation dans le sens anti-horaire. Donc typiquement, lorsqu'il n'y a pas de broche, eh bien, ces deux commandes-là sont remplacées soit par autre chose, soit ne sont pas effectives. Pareil pour M05 qui signifie l'arrêt de la rotation. M06 permet le changement de l'outil. M08, le brumisateur, c'est-à-dire un mélange d'huile et de liquide et d'air. M08, le liquide de refroidissement est sur marche. Le M09, l'arrêt du liquide de refroidissement. Et M30, l'arrêt du programme. Voici un exemple de programme en code G. Donc vous voyez que c'est un programme extrêmement linéaire, comme un programme en Visual Basic, avec des commandes, donc les commandes G, avec des instructions, des attributs associés. Donc le programme commence par un nom, puis ligne par ligne effectue les codes G. Donc on a par exemple pour ce code lequel je vais prendre pour celui-là, les déplacements rapides, puis les coupes linéaires en ligne droite, puis des déplacements rapides, puis des lignes droites. Avec ici par exemple la vitesse de broche dans le sens horaire, et ici une commande un petit peu spéciale que l'on verra un petit peu plus loin, qui permet de prendre le décalage, de se repositionner à partir de la position courante à l'origine de la pièce et de définir le zéro de fonctionnement. Ici, on a le démarrage, le décalage de la compensation de la longueur de l'outil avec un indicateur, avec un décalage, le décalage H2, et avec le démarrage de la lubrification. Puis, on a le surfaçage, et ensuite l'arrêt de la lubrification et la mise en position à nouveau de l'outil et l'arrêt du programme. Voici un processus de programmation typique que l'on peut appliquer pour toutes les machines-outils à commande numérique et plus particulièrement pour les machines-outils de type usinage-fraisage. Tout d'abord, il convient de décider de la machine à utiliser. C'est le premier point. Puis, il est nécessaire de développer le processus d'usinage, c'est-à-dire d'identifier les phases. Pour cela, il va falloir regarder de la pièce, il va falloir imaginer l'ensemble de la façon dont on va prendre la pièce pour pouvoir la faire. S'il va falloir faire sur la face avant un montage, puis démonter la pièce, la retourner, refaire un second montage, on va avoir par exemple 2 phases. Puis il va falloir ranger et vérifier les outils, donc sélectionner les outils, les ranger, les vérifier. Puis développer le programme associé, réaliser la documentation associée à ce programme, charger le programme en mémoire, réaliser la configuration et le montage d'usinage pour pouvoir monter la pièce, vérifier soigneusement le programme, étape par étape, éventuellement le simuler si l'on a un simulateur, puis lancer la production. Le lancement de production se fait généralement d'abord avec une première pièce ou une pièce sacrificielle pour vérifier l'ensemble des trajectoires, puis enregistrer la version pour les utilisations futures. Jusqu'à présent, nous avons vu des concepts de base, des machines-outils à commande numérique, c'est-à-dire des composants essentiels pour la transformation du mouvement, pour le repérage des pièces et pour la programmation des machines-outils. Voyons à présent 5 concepts clés plus 1 associés à la sécurité qui permettent plutôt de maîtriser à la fois sa machine-outil et de maîtriser son atelier. Le premier concept pour maîtriser les machines-outils à commande numérique est de connaître ces machines. Pour cela, 4 points sont à détailler. Tout d'abord,
la construction de la machine, sa forme, sa géométrie, sa rigidité, ses différentes capacités. Puis comment sont dirigés ces mouvements, comment sont pilotés ces moteurs, comment est pilotée la machine. Puis, quelles sont ses fonctions spéciales? Est-ce qu'il y a des fonctions irréalisables? Quelles sont ses possibilités? Enfin, comment sont mentionnés ces points de référence? Y en a-t-il un, y en a-t-il plusieurs? Comment les identifier et comment démarrer? Ce sont 4 points essentiels pour bien connaître sa machine. Pour l'usinage, il y a essentiellement 2 catégories de machines. Les centres d'usinage, que l'on va appeler des fraiseuses, et puis les tours. Dans les centres d'usinage, la pièce est fixe et les axes viennent tourner autour de la pièce. C'est un peu comme une grosse perceuse qui va se déplacer autour d'une pièce fixe. En revanche, les tours, on va avoir des outils qui sont fixes et c'est la pièce qui va tourner. Donc ce sont essentiellement des pièces pour lesquelles il va y avoir soit des opérations de révolution, soit des pièces de révolution autour d'un axe. Et puis, depuis quelques années, il y a des machines à 5 et 6 axes. Ce sont un peu des tours et un peu des fraiseuses. C'est-à-dire qu'on peut faire tourner les pièces, par exemple ici, et puis on peut faire également tourner les... On peut faire tourner les pièces ici, avec ces axes-là, et puis on va faire tourner les outils avec ces axes-là. Donc là, on voit que la classification de ces machines n'est plus aussi nette, sachant que l'objectif, ce n'est pas de faire tourner cet axe aussi rapidement qu'un tour, mais de faire un mouvement complémentaire pour faire des pièces complexes. Regardons à présent la morphologie d'un centre d'usinage. Il y a une zone de travail, une zone d'évacuation des déchets, des copeaux en l'occurrence, un dispositif que l'on appelle directeur de commande qui est une interface homme-machine, un magasin d'outils, un dispositif d'outils, une broche, une connexion à la source de puissance, et puis un dispositif non représenté de palettisation. La morphologie d'un centre d'usinage est représentée par 9 caractéristiques. Tout d'abord, ses caractéristiques géométriques, son architecture cinématique et dynamique, l'approvisionnement et l'évacuation des outils, l'approvisionnement et l'évacuation des pièces, l'évacuation des copeaux, l'arrosage et le soufflage, c'est-à-dire le refroidissement des opérations, ou la lubrification des opérations, la commande, la mesure et la régulation. Ces éléments se retrouvent pour un centre d'usinage, mais également pour l'ensemble des machines-outils à commande numérique. Par exemple, dans le cadre de votre projet, si vous avez à réaliser un four automatisé, vous aurez à représenter ces différents aspects. Peut-être que tous ne seront pas accessibles, par exemple la façon dont est faite la régulation, peut-être que vous n'en saurez rien parce qu'on n'a pas accès à la documentation. Dans la vraie vie, il faudra aller regarder comment se passe la régulation, pour savoir si la machine va avoir des points de fonctionnement stables ou si elle va avoir des oscillations autour de ces points de fonctionnement. Dans les centres d'usinage, l'ossature peut être à orientation verticale, à orientation horizontale, en configuration dite en col de cygne, comme cela, ou en forme de portique. L'orientation verticale et l'orientation horizontale désignant la position de la pièce par rapport à l'outil. Donc si la pièce est orientée comme ça avec un outil qui vient la travailler de cette manière-là, avec ici une table, on aura une orientation verticale, alors que dans ces configurations ici et ici, on aura une pièce qui sera posée, bien sûr attachée sur la table, et donc l'outil va venir verticalement dessus. Donc c'est
l'orientation va désigner essentiellement la position de l'outil. Cela a une influence pour le positionnement de la pièce si on vient positionner la pièce avec un robot par exemple, ou si on vient la saisir avec un robot. Les caractéristiques géométriques de la zone de travail sont elles aussi très importantes. Cela va du pied cube, par exemple pour cette machine qui permet de faire de la pression 3 dimensions, à plusieurs mètres cubes, par exemple pour cette machine-outil de commande numérique pour les moteurs de bateau. Les liaisons glissières seront réalisées par un ensemble d'effecteurs, notamment des moteurs avec des vis sans fin, comme expliqué lors du premier point de cette présentation, mais également par des systèmes de guidage, essentiellement des liaisons glissières. Donc pour cela, il y a un ensemble de technologies pour effectuer des glissières, que ce soit des pivots glissants, des queues d'aronde, des doubles plans appuyés. Ici, vous avez un exemple d'une queue d'aronde qui permet une mise en position extrêmement précise et supportant des efforts extrêmement grands. On voit par exemple ici que la liaison glissière est réalisée par un double système de guidage, notamment pour l'axe Y, avec un détail pour l'axe Y, où l'on voit qu'on a deux axes de guidage, essentiellement pour des raisons de rigidité, avec ici deux rails de guidage. Donc là également, les machines-outils doivent encaisser des efforts extrêmement importants et il est nécessaire d'avoir des liaisons redondantes pour favoriser la rigidité et avoir le moins de variations dimensionnelles des pièces dues à la déformation de la machine. Il existe tout un pan de la littérature qui est vraiment hors programme concernant la cinématique de ces machines-outils ainsi que les calculs dynamiques de déformation, les calculs vibratoires qui vont entraîner des défauts géométriques sur les pièces et qui sont au programme de spécialité mécanique. Nous voyons dans l'exemple de cette machine-outil portique que les guidages sont faits essentiellement par deux rails cylindriques sur lesquels sont montés des moteurs qui doivent donc être synchronisés pour éviter des mises en porte-à-faux du portique. Voici comment sont définis les repères sur les centres d'usinage. La table sur laquelle va être attachée la pièce contient X et Y avec Y positif qui sort vers l'opérateur. Quant à l'outil, Z positif va désigner un dégagement d'outil et Z négatif va désigner la plongée de l'outil vers la pièce. Pour chacun des axes, on va décrire également trois axes de rotation A, B et C, respectivement A pour X, B pour Y et C pour Z. Cette désignation est relativement consacrée pour l'ensemble des machines-outils à commande numérique, notamment en usinage-fraisage. Pour les centres d'usinage, les centres horizontaux, les repères d'axes suivent toujours la règle de la main droite. On va avoir l'existence d'un axe supplémentaire qui est l'axe W pour le dégagement de la pièce, ainsi qu'une inversion de l'axe Z, puisque la Z positif signifiera une plongée de l'outil dans la pièce, contrairement aux centres verticaux. Pour les tours, nous avons essentiellement que deux axes, et on va avoir les axes X et les axes Z. Venons-en à présent à quelques commandes qui permettent de mieux connaître sa machine. Ce sont essentiellement des commandes que l'on a déjà vues précédemment, mais sur lesquelles je vais un petit peu plus insister. Donc d'abord, on a les commandes de refroidissement. Une machine-outil, généralement, ça fait des opérations sur des pièces, et puis ça peut faire chauffer les pièces, ou ça peut faire chauffer la machine. Donc généralement, il existe des fonctions de refroidissement sur les machines-outils à commande numérique. Et sur les machines d'usinage et de forge, de fonderie, de fraisage, on va avoir des commandes de refroidissement. Tout d'abord, une commande de refroidissement par gouttelette ou par liquide, et puis un arrêt du refroidissement. Donc les commandes M07, M08 permettent d'enclencher le refroidissement, M09 généralement d'arrêter le refroidissement. Vraiment, ces commandes sont consacrées sur
l'ensemble des machines-outils de type fraisage et usinage. Lorsque un outil est mis en mouvement, notamment lorsque l'on a une broche, eh bien, on va venir mettre en mouvement cette broche. Vous appuyez sur la perceuse pour pouvoir faire tourner le mandrin et mettre le fourré en mouvement. Vous avez différentes façons de faire tourner l'outil, dans le sens horaire, dans le sens anti-horaire. Vous vissez, vous dévissez. La commande S, puis une vitesse, va commander la vitesse de la broche. Par exemple, la S1500 va dire broche, tu tournes à 1500 tours par minute. Le sens de rotation M03 est le sens de rotation horaire, M04 est le sens de rotation anti-horaire. Si, par exemple, vous avez un outil dans ce sens et puis vous avez de la matière ici à venir fraiser, bien vous comprenez que si vous tournez dans ce sens-là, ça ne va pas très bien se passer pour l'outil. Vous allez écrouir la surface, c'est-à-dire vous allez la taper progressivement avec des petites dents, un coup de dents. Là. Et puis, si vous tournez dans ce sens, à ce moment-là, vous allez enlever de la matière, des copeaux. Ça va permettre donc de définir le sens de rotation de l'outil et la position en fonction de la position de la pièce par rapport à cet outil. La puissance de la broche, elle, n'est pas commandée. Alors, il existe des machines sur lesquelles on va s'intéresser à la puissance de la broche et donc de l'outil. Par exemple, si on effectue des commandes par laser, on va s'intéresser à la puissance du laser. Dans les machines-outils à commande numérique classique, on ne s'y intéresse pas. Regardons à présent le changement de l'outil. La commande T quelque chose permet de sélectionner l'outil quelque chose dans le magasin d'outils comme étant le prochain outil. Puis, la commande M19 permet de mettre en position l'outil de la broche pour le changement. Enfin, M06 permet de changer l'outil dans la broche par l'outil qui était préparé en magasin. Si l'on a des palettes sur lesquelles sont des produits, on va faire appel à la commande M60 ainsi qu'une validation de l'opérateur pour effectuer le changement de palette. Lorsque vous avez une machine, notamment pour faire par exemple, de l'enlèvement de matière, si vous faites des copeaux, prenez une perceuse par exemple, vous êtes obligé d'avoir une certaine vitesse pour pouvoir effectuer votre opération de perçage. Si votre vitesse est trop faible, vous risquez de caler votre machine dans la pièce. Donc pour cela, on va choisir la vitesse de coupe, ce qu'on appelle la vitesse de coupe. Donc vous avez une commande qui permet de choisir la vitesse de coupe comme constante et donc d'avoir une vitesse de broche variable en fonction du diamètre. La broche, c'est ce sur quoi est monté l'outil. Donc si cette broche tourne, eh bien, en fonction du diamètre que l'on va avoir de la pièce, on va faire augmenter la vitesse de rotation pour avoir une vitesse de coupe constante. Mais on peut aussi décider d'avoir une vitesse de broche constante, et donc on va faire tourner la pièce toujours à la même vitesse, et donc là on va avoir une vitesse de coupe qui va être variable en fonction du diamètre. Plus on est éloigné du centre de la pièce mobile, plus la vitesse de coupe sera forte, et plus on va se rapprocher du centre, plus la vitesse de coupe sera faible. Donc plus la qualité du copeau sera faible, et plus on va risquer de caler la machine. Prenez un exemple très simple. Vous épluchez des pommes de terre. Vous allez faire tourner la pomme de terre dans votre main, et puis vous allez pouvoir jouer également sur la profondeur du couteau que vous allez appliquer sur la pomme de terre pour faire des épluchures. L'avance du couteau, ça va être l'avance de l'outil. C'est essentiellement utilisé pour les tours et les fraises, mais par exemple pour les presses à injection, c'est utilisé aussi. On va avoir l'avancée de la presse. Donc ça, c'est donné par la commande F8, enfin la commande F qui est consacrée pour l'avance de l'outil. Donc F8 point, ça veut dire 8 mm par minute dans le système international. Pour les tours, on va avoir une commande G98 qui va dire que l'avance est en millimètres par minute, et G99, l'avance est en millimètres par tour.
Donc voilà, une commande spécifique pour désigner l'avance de l'outil. Un petit rappel concernant les 3 référentiels qui existent dans la machine. Tout d'abord, le référentiel machine, le référentiel pièce et le référentiel programme. Voyons à présent comment est-ce qu'on les définit. Les prises de référence sont des commandes essentielles pour l'usinage et la sécurité. G28 est la commande consacrée pour mettre les axes en butée et faire retourner la machine à ses origines. G92 permet de prendre la position actuelle comme la position de référence du programme. Donc si on veut que le programme débute à une zone précise de la pièce, il va falloir mettre la machine à l'origine, puis commander la mise en position à ce point précis et définir comme étant le point de référence du programme. G59 permet de définir différents décalages en X, en Y, en Z. Il existe différents points de référence multiples, de G54 à G59, et le mode G90 est un mode de localisation dit absolu, et donc pas par décalage successif. Je vous incite à la plus grande prudence quant aux prises de référence. Ces commandes doivent être systématiquement vérifiées, et ce pour chaque machine. Il peut y avoir des particularités locales de programmation ou de nouvelles fonctionnalités qui sortent du cadre de ce que je viens de vous dire et qui nécessitent un codage particulier. Donc vérifiez avec le manuel de la machine systématiquement comment sont prises les références. Bien, nous venons de voir à présent quels sont les éléments clés à connaître pour maîtriser sa machine. Regardons à présent comment préparer un programme. Il faut tout d'abord décomposer pas à pas le problème. Alors là, en l'occurrence, un problème dit d'usinage. Dans le cadre de votre projet, vous aurez à usiner, enfin à préparer un programme pour l'usinage d'une pièce particulière qui est cette lampe frontale. Donc il faut adopter une méthode de travail unique qui permet la répétabilité des travaux, la reproductibilité d'un agent à un autre, ainsi qu'une relecture aisée, une analyse et une reprise du code qui soit facile. Clairement, je vais prendre votre code et puis je vais fabriquer éventuellement. Donc il faut que je puisse le reprendre, ce code. Comment se prépare-t-on à la programmation ? Tout d'abord, on va décomposer le travail. L'usinage d'une pièce peut nécessiter plusieurs montages d'usinage. L'emboutissage aussi, la création de l'extrusion aussi. Donc la première décomposition, ça s'appelle l'identification des phases d'usinage. Et donc l'identification des différents montages de la pièce. Et pour chaque phase est réalisé ce que l'on appelle un contrat de phase. Donc pour chaque phase et donc pour chaque contrat, on identifie les sous-éléments de cette phase, donc les grandes étapes de cette phase, qui peuvent par exemple être délimitées par un changement d'outil. Donc dans un montage d'usinage particulier, on va utiliser l'outil 1, puis l'outil 2, puis l'outil 3. Donc on va avoir 3 sous-phases, la phase 1, puis la phase 2, puis la sous-phase 1, puis la sous-phase 2, puis la sous-phase 3. Pour chacune des sous-phases, on va avoir des séquences. Et pour chacune des séquences, on va avoir des opérations qui vont être décrites par un code G. Le niveau opération, c'est le niveau le plus bas de décomposition de la programmation. C'est là qu'on va venir faire la programmation. Ce que je viens de vous expliquer, ça constitue la préparation du processus d'usinage. C'est-à-dire c'est la première étape de la programmation. Puis ensuite, dans la deuxième étape, on va venir développer les conditions de procédé. En l'occurrence, pour les machines-outils à commande numérique pour faire de l'usinage, les conditions de coupe. Puis, on va venir annoter le dessin, qui va être l'élément de référence pour l'usinage. On va venir calculer les coordonnées de chaque point dans chacune des phases. On va vérifier les outils nécessaires. On va préparer le plan de configuration, c'est-à-dire la mise en position des outils et la mise en position des produits. Et puis on va préparer la documentation restante pour pouvoir la transférer lors de l'usinage. L'ensemble du travail découpé ainsi représente ce que l'on appelle la gamme opératoire. Donc c'est le séquencement des opérations élémentaires qui permet à partir du brut de réaliser le produit fini.
Alors on parle de brut et de produit fini dans le cadre de l'usinage de l'enlèvement de matière. On pourrait avoir un système par injection, puis la matière première et la pièce finie. On va résumer la gamme opératoire de cette manière-là, avec une zone pour la séquence, plus une zone pour l'outillage, plus une zone pour les procédés associés. Donc là, ici, on a la séquence, là, on a l'outillage, et ici, on a la zone pour les procédés. Alors, on va avoir avance, profondeur de passe, vitesse de broche, longueur minimum d'outil pour les procédés dans le cadre de l'usinage. On va avoir d'autres éléments, si on a d'autres machines-outils. Si on a un laser, on va avoir d'autres choses. Voilà à quoi ressemble un contrat de phase. C'est donc une désignation d'opération, les outils, et puis les conditions de coupe pour cet outil, avec ici l'avance, le tour par minute et l'avance. Vous voyez également le repérage, ici les points d'appui, les fixations, et l'origine ici, l'origine du programme à ce niveau-là, ainsi que des décalages qui peuvent être appliqués. Maintenant que nous venons de voir la préparation à la programmation, regardons plus en détail la commande des mouvements. Regardons à présent comment la machine commande ses mouvements. Elle interpole des positions commandées, et pour cela il existe plusieurs types d'interpolation. Il y a l'interpolation linéaire et l'interpolation circulaire. L'outil va se déplacer à une certaine vitesse commandée par la fonction f, et qui est une commande dite modale, c'est-à-dire que elle est définie en début de programme, ou lorsqu'elle est définie, elle continue jusqu'à la fin du programme. Bien sûr, si elle est redéfinie par la suite, cette nouvelle valeur va jouer jusqu'à la fin du programme. Deux types de commandes de mouvement linéaire, le mouvement G00 pour un déplacement rapide et G01 pour une interpolation linéaire, mouvement en ligne droite. On part du point A, on va au point B. Classique. Il existe des commandes de mouvement, qui sont G02, G03, pour des interpolations circulaires. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, si on indique G18, c'est-à-dire que l'on se trouve dans le plan ZX, aller du point A au point B, eh bien, on va aller de cette manière-là du point A au point B. On peut aller avec la commande G03 du point A au point B dans le même plan. La commande de plan est très importante si on veut faire par exemple un surfaçage. On n'a pas besoin d'indiquer dans quel plan on se situe et où se situe le rayon. On sait que le rayon va se situer dans le même plan. Voici un exemple de mouvement. Tout d'abord, une avance linéaire, donc une découpe, en x5, y3. À partir de là, avec une avance à 5 mm par minute. Puis, de se rendre au point x3, y5, avec un rayon de 2 par la commande G03. Et enfin, de terminer par une interpolation linéaire au point x0. Plusieurs commandes existent pour les commandes G02, G03 qui sont les interpolations circulaires. La plus classique actuellement est G03, position du point d'arrivée avec un rayon. Il existe aussi une ancienne désignation qui est G03 avec la position du point d'arrivée ainsi que la position du centre du cercle par rapport au premier point de l'interpolation circulaire. Pour cette seconde syntaxe, on utilise la lettre IJK pour positionner le centre du cercle. À l'heure actuelle, cette désignation est moins utilisée étant donné que le calculateur positionne exactement le centre du cercle, seul le rayon lui est donné. Prenons un exemple pour illustrer cela. Ce sera beaucoup plus parlant. Donc dans l'exemple précédent,
nous partions du point x5, y3, ici, en faisant une interpolation circulaire dans le sens antihoraire pour aller au point x3, y5. Et bien là, on garde la désignation G03, x3, y5 pour désigner le point. Mais au lieu de dire R2, on va dire que le point, le centre du cercle, se situe à x, désigné A et B ici, xa moins 2. Et pour dire xa, eh bien on va dire I moins 2. xa étant le premier point du cercle interpolé, et on va désigner le centre du cercle par rapport à ce point-là. On va dire le centre du cercle se situe de manière décalée sur x de 2, donc moins 2 sur l'axe x et sur le même axe y. Donc pas changé sur y. On aurait pu dire j égale à 0 et k 0. La combinaison d'une interpolation circulaire dans un plan et une avance en z dans un autre plan permet de créer des hélicoïdes, etc. Et donc, cela permet de faire des poches hélicoïdales, des filetages, des taraudages si on fait de l'enlèvement de matière, mais si on fait de l'extrusion, bien on peut avoir une matrice qui tourne, et puis on a une avance dans un axe perpendiculaire, et puis on peut faire donc des pièces qui sont de forme torsadée. Regardez par exemple des pâtes, tout le monde a déjà mangé des pâtes torsadées, donc c'est exactement ça qui se passe. Par exemple, la commande qui permet de faire ça, ça va être une interpolation circulaire dans le plan XY, avec une avance en Z de moins 0,125, avec un rayon de 1, et une avance de 0,5. Et bien ça permet de faire une hélicoïde. Vous avez ici un exemple qui est repris que vous allez retrouver également dans le manuel pour la création d'une poche filetée. Et donc vous allez avoir un outil qui va venir s'approcher et qui va venir tourner tout en ayant un mouvement en Z que l'on voit ici. Ce mouvement en Z va créer la poche hélicoïdale. Maintenant que l'on a vu comment est-ce que étaient commandés les mouvements de la machine, c'est-à-dire les avances, les lignes, les cercles, regardons comment sont pris en compte la forme des outils. Vous imaginez bien que si vous avez un mandrin de 10, si vous avez une fraise de 10, ce n'est pas la même chose à commander que si vous avez une fraise de 2 ou si vous avez une fraise de 20. Donc vous avez à tenir compte de la taille de l'outil pour positionner la broche par rapport à la pièce. C'est ce qu'on appelle les compensations. Les compensations sont des décalages liés aux outils. Ils indiquent au contrôleur de combien la valeur numérique qui est commandée doit être décalée pour qu'il n'y ait pas de collision entre la pièce et l'outil ou qu'il n'y ait pas d'erreur de tolérancement. Donc les décalages sont ce qu'on appelle un vecteur indexé ou bien des tables. La structure d'un décalage dépend de chacune des machines-outils à commande numérique. Donc je vais d'emblée vous renvoyer vers le manuel de la machine-outil que vous allez utiliser. La compensation permet cependant beaucoup de choses. Elle permet de découpler la programmation de la fabrication et de la gestion des outils. Ça, c'est vraiment le point essentiel. C'est-à-dire que l'on va créer le programme, les phases, les sous-phases, les opérations. On va penser à l'outillage, mais pour autant, les outils qui vont être utilisés, on va utiliser des décalages spécifiques lorsque l'on va s'occuper des outils. Ensuite, cela permet donc un portage d'un code d'une machine à une autre. Imaginons que vous travaillez sur une machine avec un outil de cette taille-là. Et puis sur une autre machine, vous travaillez avec un outil de cette taille-là. Puis vous ayez juste une opération de surfaçage qui va nécessiter cette zone-là des outils. Bien, vous allez pouvoir donner
un décalage de cette taille-là à la première machine, ainsi qu'un décalage de cette taille-là à la deuxième machine. Pourtant, le code sera exactement identique, sachant que la seule différence, ça va être le décalage ici D1 et D2 qui sera rentré en fonction de l'outil et donc en fonction de la machine, et ça sera géré au niveau de la machine et pas au niveau du programme. Donc c'est rentré à paramétrage qui permet un portage du code. Vous avez ici une représentation schématique de l'outil dans lequel on va avoir sa longueur, et cette longueur va être ajustée systématiquement avant l'usage de l'outil, et va être mesurée par un opérateur, soit l'opérateur qui va usiner, soit l'opérateur qui va préparer la machine. Dans les programmes, on va avoir trois concepts qui vont être employés. Le premier va être le fait que l'on va employer des compensations. Donc, en usinage, on va utiliser le code G43. Puis on va avoir la désignation du code de la compensation. Et puis on va avoir la désignation de l'annulation de la compensation. On va dire maintenant on compense d'une telle valeur, puis on arrête de compenser. Pour des opérations de fraisage, on va compenser également le rayon de l'outil. On va faire tourner un outil avec un certain rayon. Deux types de compensation de rayons d'outils existent. La compensation dite à gauche, par le code G41, et la compensation à droite par le code G42. L'annulation de la compensation de l'outillage est faite par le code G40. Alors, si vous remarquez bien, il y a une petite erreur qui s'est glissée dans cette diapositive. G41 est bien l'outil qui avance à gauche de la pièce. Donc là, on a l'outil, et là, ici, on a la pièce. Donc, la pièce, et à gauche de la pièce, on a l'outil. G42, on a l'outil et la pièce à gauche de l'outil. Donc, l'outil avance à droite de la pièce. Donc là, ici, l'erreur est l'outil laisse la pièce à sa droite. Non. L'outil laisse la pièce à sa gauche. Les décalages sont des paramètres dits modaux, c'est-à-dire qu'ils sont activés, puis restent valables jusqu'à ce qu'ils soient désactivés. Alors lorsque l'on fait de l'usinage, on conseille d'utiliser deux types de compensation. Tout d'abord, une pour l'ébauche, qui va laisser une surépaisseur, et puis une seconde pour la finition, pour enlever toute la matière. Lorsque le programme a à être passé sur plusieurs pièces, on va utiliser un décalage dit de fixation. Pour cela, on a deux méthodes. Soit on se met à la nouvelle position dans la nouvelle pièce et on reprend l'origine au niveau de la nouvelle pièce. Alors cette façon de procéder n'est pas recommandée car on peut perdre la trace des pièces et le numéro de la pièce à laquelle on est en train de travailler. Ce qui est conseillé de faire, c'est d'utiliser des registres préenregistrés et de les invoquer pour chacune des pièces. Comme cela, on sait que pour telle pièce, la pièce 4 par exemple, on va utiliser le 4e registre. Pour la pièce 5, le 5e registre. Alors ça laisse très peu de flexibilité. Par contre, pour le nombre de pièces. Et donc ces registres devraient être dynamiques en fonction du nombre de pièces, ce qui n'est pas le cas lorsque l'on a une production en série. Dans le cadre particulier du tournage, on va indiquer, et ce pour des raisons historiques des constitutions des machines, on va employer le décalage pour l'outil directement dans le code d'appel de l'outil. Par exemple, T0101 indique à la tourelle qu'elle doit prendre l'outil 1 et qu'elle doit employer le décalage 01 pour cet outil. Donc le code de décalage est intégré à la désignation de l'outil. C'est extrêmement maladroit d'avoir conçu ça comme ça, étant donné que l'on intègre plusieurs informations dans la codification de l'information. Cela viole
les différentes formes normales des bases de données et des systèmes d'information, mais pour des raisons historiques, c'est comme ça que c'est fait à l'heure actuelle. Bien, maintenant que l'on a vu les compensations d'outils, pour un outil mais aussi pour plusieurs outils, on va regarder à présent le formatage du programme. Là aussi, il y a des formatages types et des programmes types. Alors tout d'abord, pourquoi formater un programme? On formate un programme pour une meilleure reproductibilité, ainsi que pour une meilleure relecture. C'est pas évident de reprendre le code de quelqu'un d'autre, mais c'est pas évident de le refaire, ce code, soit un code que l'on a fait soi-même, soit un code que l'on a repris de quelqu'un d'autre. Donc généralement, on aura toujours les mêmes structures de programme. On va commencer par un démarrage, puis la fin d'utilisation d'un outil, puis le début d'utilisation d'un autre outil, et enfin la fin du programme. Le formatage va donc comporter 4 étapes: démarrage, utilisation, fin d'utilisation, fin de programme, avec une boucle récursive à ce niveau-là. Regardons plus en détail la structure de formatage de démarrage. Nous avons le numéro de programme, puis nous indiquons la position de référence 000. Donc, retour à la position d'origine machine, en mode incrémental, c'est-à-dire à partir de là où on se positionne, on vient se mettre à la position de référence en 000. On définit le zéro programme, on sélectionne le mode absolu, on lance la broche à 300 tours par minute dans le sens horaire en mettant l'outil T2 prêt. Puis on se déplace à la première position de l'outil, on applique la compensation de l'outil, on lance le refroidissement et on effectue le premier mouvement de coupe en n'oubliant pas l'avance effectivement. Voici la structure de fin d'utilisation d'un outil. Tout d'abord, on arrête le refroidissement, on envoie l'axe Z à la position de changement d'outil, on annule la compensation de l'outil et on oriente la broche au passage. On demande à effectuer un arrêt optionnel qui va dépendre d'un bouton sur le directeur de commande appuyé par l'opérateur, puis on prépare l'outil T2 en magasin et on effectue le changement d'outil. Regardons à présent la troisième structure qui permet d'utiliser un outil. On va configurer le zéro programme, sélectionner le mode absolu avec la vitesse de rotation, le sens de rotation et l'outil associé. Puis on va effectuer le déplacement de l'outil près de sa première position, puis instaurer la compensation de l'outil, effectuer le mouvement en Z et mettre en marche le refroidissement. À ce moment-là, il est possible d'utiliser directement l'outil. Enfin, regardons comment se termine un programme. On arrête le refroidissement, on va à la position de changement des outils, on arrête la broche, on arrête la compensation des outils, on arrête l'orientation de la broche, puis on se positionne au retour 0. On était en Z0, là on positionne en X et en Y0. On s'assure que l'outil 1 est en position d'attente, on place le premier outil dans la broche et on met fin au programme. C'est-à-dire qu'on positionne la machine prête à l'emploi pour le programme suivant. Donc dans ces programmes type, on a G0 qui est la commande de positionnement rapide, G01FXXX la commande d'interpolation linéaire, l'avance incluse dans la commande d'outil, et cette avance est modale. G28 qui envoie la machine à ses points de référence, cette position est très précise, c'est un excellent point de départ pour tout départ de programme. G43 qui permet la compensation de l'outil, elle est toujours incluse dans toute première partie de déplacement en Z. G49 qui annule la compensation de l'outil. G54 à G59 qui permettent d'utiliser des registres d'assignation du zéro du programme. G90 qui désigne le mode de programmation en mode absolu. G91 qui est le mode incrémental qui est utile pour définir un point intermédiaire à G28 et donc qui permet d'éviter les collisions.
C'est-à-dire que on se définit en mode incrémental pour aller à G28. Ça permet de se dégager, par exemple, pour aller vers un point de référence. Imaginons que le point de référence est ici, et que nous, on se situe ici, et on commence à faire un dégagement, puis on envoie en G28 pour éviter d'éventuelles collisions. On a également vu des commandes de type M, des arrêts conditionnels à un bouton sur la machine, sur le directeur de commande essentiellement. M03 qui est la rotation de la broche dans le sens horaire, M6 l'activation du changement d'outil, M8 l'activation du refroidissement, M9 l'arrêt du refroidissement, M30 la fin du programme, ça peut être aussi M02, et BZZZ qui va être l'orientation de la table suivant un certain axe, suivant ZZZ degrés. Bien, cela termine donc les concepts clés techniques sur les machines-outils à commande numérique. Le dernier concept clé consiste à une sensibilisation aux consignes de sécurité que l'on a déjà vu dans la vidéo 0. Je vous invite donc à aller la revoir. Un bref rappel, le concept 1, de connaître sa machine, sa géométrie, ses spécifications. Le concept 2, de préparer la programmation, le découpage des activités. Le concept 3, de commander les mouvements, la façon dont les mouvements sont commandés, l'interpolation linéaire, les décalages, la compensation d'outils, notamment l'ensemble des décalages associés aux outillages, ainsi que le formatage du programme. Et là, les structures types de programmation ont été vues pour les machines-outils à commande numérique pour l'usinage, mais sont également valables pour l'ensemble des machines-outils à commande numérique qui doivent opérer sur différents produits. Voilà, je vous remercie de votre attention, puis cela termine la partie sur les machines-outils à commande numérique. Alors, ce concept clé a été vu en fait dans la première vidéo, qui est la vidéo 0, qui est la sensibilisation aux consignes de sécurité et qui a fait l'objet d'un test. Donc je ne vais pas réenregistrer ces diapositives. Je vous invite ardemment à aller les revoir et à revoir les consignes de sécurité. En tout cas, je vous remercie pour votre assiduité et je vous souhaite un bon usage des machines-outils.